C'est déjà lundi 10 juin 2024, la semaine commence. Heureux de savoir que vous ouvrez cette semaine en compagnie de Six Télévision qui vous offre ce programme de duel. Le duel, comme à l'accoutumée, nous recevons des personnes que vous nous recommandez pour bénéficier de leurs analyses, leurs avis, leurs points de vue par rapport aux faits, aux événements majeurs qui prennent corps dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Dépôt du programme d'action du gouvernement à l'Assemblée nationale, c'est le sujet qui va ouvrir notre duel d'aujourd'hui. Ici, nous nous posons la question, est-ce un crédit pour l'investiture de l'équipe gouvernementale? Nos invités sur ces plateaux vont faire exercer leur cerveau pour dire chacun ce qu'il pense de cette thématique combien importante. Comme vous le savez, nous avions attendu 5 à 6 mois pour que le gouvernement de la République soit présenté. Il y a eu des guéguerres au niveau de l'Assemblée nationale où une frange des députés nationaux pensait qu'il fallait boycotter ce gouvernement, mais aujourd'hui, on nous promet que ça sera chose faite, l'investiture déjà le 11 du même mois de juin, après bien entendu les dépôts du programme d'action du gouvernement. Pensez-vous que c'est suffisant pour que l'on accueille déjà ces nouveaux gouvernements? Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons lu des rapports, nous avons suivi à travers les médias les déclarations, notamment de nos forces armées, les FARDC, qui, à raison d'ailleurs, se félicitent de mieux se comporter sur les champs de bataille, notamment en repoussant l'ennemi, en récupérant quelques localités, mais il y a cacophonie en ce qui concerne le territoire de Kanyabayonga. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'il faut vite acclamer ou il faut continuer à encourager les forces armées à pouvoir davantage travailler pour le bénéfice de la République, notamment en repoussant de plus en plus le danger qui guette la ville de Butembo, qui guetterait aussi le chef-lieu du Nord Kivu, le Goma, et nos analystes vont chacun dire un mot. Et troisièmement, nous allons parler de la présidence du bureau d'âge au niveau du Sénat congolais. Nous savons que là-bas, il y a aussi quelques embroglios, cette histoire de Kindwelo et de Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Comment doit-on le gérer? Est-ce que nous avons encore besoin d'un nouveau primaire pour départager les personnes qui s'opposent? C'est la question qui se pose. Je pense que grâce à l'intelligentsia des personnes sur ce plateau, nous aurons la lumière là-dessus. Alors, avec qui nous allons développer ces sujets? C'est avec Cédric Moudiantou, un habitué des grands plateaux d'analyse et des débats télévisés. Il est cadre et porte-parole du parti Autre Vision du Congo, AVC, parti cher à Didier Boudimbu. Vous comprenez qu'ils sont dans l'union sacrée de la nation. À ses côtés, nous avons Marius Moubalama, un habitué surtout de duel ici sur Six Télévision. Il est cadre de ACRN. C'est un compagnon de Denis Mukwege, le prix Nobel congolais. Vous comprenez qu'il est dans l'opposition. Avec vous, nous recevons ces deux invités. Bienvenue à vous, Cédric Moudiantou. Merci beaucoup, cher Benz. Merci de m'avoir associé à ces débats. Je salue mon frère de très longue date, Marius Moubalama, que j'ai le plaisir ici de retrouver. J'ai appris que vous étiez dans le même auditoire à l'université de Kinshasa. Donc ce sont les deux économistes qui certainement vont croiser les fers. Ça, c'est très par bien. Rapport aux analyses politiques. Le plus important serait que nous puissions faire de cette émission un cadre d'échange qui puisse profiter à nos nombreux téléspectateurs, à vos nombreux téléspectateurs, bien entendu, le peuple congolais, que nous saluons tout de même. Est-ce que vous avez un biscuit pour mieux vous asseoir? Je crois le plus important serait que nous entrions dans le vif du débat. Très bien. Marius, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Benz. Merci encore pour la énième invitation que vous nous avez lancée de venir sur ce beau plateau de Six Télévision.
permettez-moi de saluer aussi mon frère et mon condisciple Cédric Modiantou, que je félicite pour le travail qu'il fait. Parce qu'il est aussi dans la même Même si lignée. tu ne veux pas le rejoindre dans sa famille politique. Il est dans la même lignée que moi, c'est lui du bien-être de la population. Il se bat pour que la population puisse retrouver son compte à travers la gestion. Et pourquoi vous vous opposez? Moi, je ne suis pas un opposant. Ça, il faut bien faire la part des choses. Je suis un défenseur du bien-être de la population. Donc, quand le bien-être de la population est assuré, on applaudit. C'est tout. Cédric Modian, comme je le disais, c'est un condisciple avec qui nous avions passé un long parcours à l'université de Kinshasa. Pendant 5 ans, ce n'était pas facile. Mais nous sommes sortis là-bas tête haute, que je salue et avec qui nous allons partager ces beaux plateaux pour éclairer la lanterne de nos populations. J'ai signifié ici que vous seriez un compagnon du prix Nobel. Oui, je voudrais corriger. Je ne suis pas cadre au sein de la CRN, je ne fais pas partie de la CRN, seulement que j'ai accompagné la candidature de Denis Mukwege, auprès de qui j'avais épousé le projet de société parce que j'avais estimé que son projet de société était salutaire pour la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je me suis aligné derrière lui. Très bien. Et que je ne regrette pas, bien évidemment. J'ai comme l'impression que vous deux n'avez pas des biscuits. Moi, je vous en propose un demain. Et puis hier, pardon, les léopards de la RDC étaient au stade de martyrs de la Pentecôte. Ils ont joué contre l'équipe togolaise. Ça a été sanctionné par un but partout. Quand même un mot pour les léopards avant de mieux nous introduire. C'était un grand plaisir, d'abord pour nous, désormais qui attendons diriger les ministères des Sports. Je profite de cette occasion pour saluer le ministre des Sports, son Excellence Didier Boudimbo Toubouanga, qui évidemment a déjà donné ses couleurs. Il a montré ce qu'il attend de cette équipe, ou même encore des léopards, du sport congolais en général dans toutes ses disciplines. Ça devait être pour lui une grande satisfaction de voir les léopards hier s'imposer 1-0 face aux éperviers du Togo. Et d'ailleurs, je me souviens, tout récemment, il avait dit que son souhait, ou même encore le travail sur lequel il allait évidemment travailler, permettez la tautologie, serait de, finalement, après 50 ans, ramener ces léopards à la phase finale de la Coupe du Monde. Les léopards, bien entendu, mais aussi apporter des réformes générales dans les sports congolais, aussi moderniser, si pas viabiliser, les infrastructures sportives, de manière à ce que nous retrouvions évidemment le plaisir que nous avons toujours eu, les passionnés du sport. Et cette fois-ci, nous avons un passionné aussi qui va essayer de relayer la vision du chef de l'État dans ces secteurs-là. En tout cas, en passant des hydrocarbures au sport, vous qui êtes de l'AVC, vous qui êtes des compagnons de Didier Boudimbo, vous pensez que c'est un bon choix du chef de l'État de pouvoir lui confier ces méga ministères qui d'ailleurs aujourd'hui est réputé comme étant un ministère fédérateur parce que les sports fédèrent. Oui, bien sûr, vous avez vu que beaucoup n'ont pas compris le sens de cette mutation. Il est parti du ministère de l'EPST où il a réussi évidemment les décollages et la gratuité de l'enseignement. Il est passé de l'EPST au ministère des hydrocarbures, cette fois-là vu comme un novice. Personne ne lui avait donné de la chance, mais au terme de son travail, il a déjoué tous les pronostics de ses défaitistes. Le chef de l'État, ayant vu ses prouesses, il s'est dit bien sûr qu'il y a un autre secteur qui pose problème, c'est le secteur des sports. Et qu'il y avait quelqu'un qui avait fait preuve d'une intelligence de la situation, maître Didier Boudimbo. Le problème n'est pas d'avoir été aux hydrocarbures ou même encore être passé par les PST, mais c'est plutôt d'avoir l'intelligence de la situation. Vous vous souviendrez que nous avons les lions indomptables du Cameroun qui avaient cru évidemment qu'en ayant un autre lion indomptable qui a fait la pluie et les beaux temps dans le football, Samuel Eto'o, que les Lions indomptables seraient tout de suite champions d'Afrique. Vous voyez comment ça peine à décoller. Tout comme nous avons vu le président du Libéria, George Weah, un ballon d'or d'ailleurs, devenu président de la République, mais qui n'a pas su hisser l'équipe nationale de son pays ou le sport en général sur le toit comme on l'attendait. J'ai dit ici, le problème ce n'est pas d'avoir passé son temps dans une discipline ou même encore dans un secteur, mais c'est d'abord d'avoir l'intelligence de la situation. C'est ça aussi être intellectuel. Maître Didier Boudimbo, c'est un juriste. Avant lui, il y a eu des techniciens du secteur des hydrocarbures, mais jamais le regard qu'on avait sur ces secteurs n'était celui qu'on a aujourd'hui après son passage aux hydrocarbures. Le chef de l'État l'a utilisé comme un apôtre. Les apôtres passent pour la création et les pasteurs restent gérés. C'est un apôtre, il vient apporter la solution
Après lui, ça sera un pasteur qui viendra gérer. Il y a toutes les bonnes raisons que vous soyez porte-parole de ce parti. En tout cas, vous avez des mots justes pour dire ce que vous pensez. Alors, félicitations. La même question à vous, Marius Moubalama. Un mot sur la victoire des Léopards sur les Togolais. Oui, quand ça fait plaisir aux Congolais, on ne peut que féliciter. Quand bien même je ne suis pas assez sportif, ces histoires de football et consorts, je regarde de loin. Mais on peut féliciter quand même, parce que ça fait plaisir des Congolais, le bonheur des Congolais. On salue et on encourage qu'ils aillent encore plus loin. Avant même la remise reprise au ministère des Sports, nous avons vu l'implication de Didier Boudimou déjà pour les Léopards. Et d'ailleurs, cette, comment je dirais, la complicité avec le ministre sortant Kaboulo Mwana Kaboulo. Didier Boudimou était sur place au Sénégal, au stade de Martyr. Vraiment, il a donné de son énergie pour ce match des Léopards. Ces comportements, vous les trouvez quand même patriotiques? Non, ils sont de la même famille, ils ne doivent que se comporter de la même manière. Et c'est une façon aussi pour mettre Didier Boudimou de s'enquérir de la situation avant qu'il n'entre en fonction. Et donc, c'est cette ambiance-là, c'est à saluer. Et il faudrait que ce même comportement puisse rencontrer d'autres ministres dans différents aussi portefeuilles, en fait qu'ils aient la situation, n'est-ce pas, de leur portefeuille pour continuer là où les autres ont laissé. Vous savez, la difficulté que nous avons au Congo, quand un ministre entre en fonction, il ignore tout ce que l'autre a commencé comme... il fait table rase. C'est pourquoi depuis un temps on était un pays d'éternel recommencement. Voilà. Mais quand vous entrez, vous prenez la situation, vous comprenez ce que l'autre faisait, et certainement vous allez trouver des dossiers sur sa table qu'il avait déjà commencé, et vous continuez, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ce que Maître Didier Boudimou est en train de faire, dans le cadre de temps soit peu de relever son secteur. Monsieur Cédric vient de dire ici qu'il a l'intelligence, n'est-ce pas, de ce qu'il a fait, de son ministère. Maintenant nous l'attendons à l'œuvre. Très bien. Alors, nous allons prendre notre premier sujet, dépôt du programme d'action du gouvernement à l'Assemblée nationale. Un crédit pour l'investiture de l'équipe gouvernementale qui est prévu déjà demain. Je commence par vous, Cédric Moudiantou. Je pense qu'en 6 minutes, vous pouvez suffisamment vous exprimer quant à ce. Une fois de plus, occasion de saluer le gouvernement, le tout nouveau gouvernement. Et évidemment, un gouvernement qui a fait couler encre et salive par le fait de 1, la non-représentation, 2, les frustrations dues notamment au pas politique. Oui, à raison, je suppose, mais je pense que la raison, c'est plutôt le peuple. La raison ne peut jamais être vue comme les individus qui se trouvent être satisfaits ou insatisfaits. Je crois plutôt qu'ils ils ont rejoint l'évidence pour comprendre que on pouvait ramener ces gouvernements à 100, 200, 500. On ne serait jamais satisfait, encore que l'insatisfaction ou l'insatiabilité, c'est ça l'œuvre humaine. Le plus important, c'est que nous avons une équipe, je suppose, constituée des serviteurs de la République qui vont se pencher tout de suite au bien-être de la population. Nous avons une fois de plus salué sa composition qui a favorisé la représentation de la femme, mais bien entendu aussi de la jeunesse, quoique quand même il y a eu beaucoup de choses à dire là-dessus par rapport au format, mais le plus important pour nous, nous attendons de ce gouvernement bien de bonnes choses, car l'enjeu est défiant. Nous supposons que ça aussi, ça rentre dans le cadre du travail qui sera fait par ce gouvernement. Nous avons vu le dépôt du programme, et c'est là le vrai problème, un programme déjà qui donne ses couleurs. Le chef de l'État, il vous souviendra, lors de son investiture, il avait reconnu par rapport au précédent mandat qu'il y a eu les erreurs qu'il lui-même assurait de ne plus commettre. Et nous avions dit que ces erreurs devraient prendre en compte notamment le profil des individus qui devaient graviter, l'action de l'État, mais également l'orientation qui devait aussi prendre cette action au bénéfice de la population. Madame Judith Souminois, puisque c'est de lui qu'il s'agit, c'est d'elle qu'il s'agit, première ministre, elle a déposé son programme qu'elle a chiffré tout de même pour les 5 ans à plus de 90 milliards de dollars, dont 18 milliards l'an.
Une très bonne chose. Mais le problème du budget, c'est d'abord, au-delà du fait que c'est un objectif, mais on doit analyser le fait du réalisme de ces chiffres, puisque vous vous souviendra que le problème de notre pays, ce n'est pas le budget. Parce que si nous regardons un peu en arrière, on avait un budget très infime, mais qui avait su répondre tant soit peu à certains problèmes de la population. La différence avec les budgets que nous avons vus sous Tshisekedi, c'est que Tshisekedi a fait preuve que la RDC était un pays riche et que si l'on pouvait corriger certaines erreurs, notamment les détournements et la corruption, on pourrait atteindre des chiffres étonnants en termes de budget. Aujourd'hui, nous parlons de 16 milliards avec Félix Tshisekedi. C'est quelque chose de très bien et que Madame Soumino vient amplifier pour faire mieux d'ailleurs avec 18 milliards. Mais ça, c'est bien. Est-ce qu'on doit, en tant que communicateur ou acteur politique, chaque fois passer sur le plateau des Benz pour dire, écoutez, le budget du Congo, c'est 16 milliards, c'est 100 milliards, c'est 200 milliards, lorsqu'il y a les Congolais qui manquent. C'est l'impact. Lorsqu'il y a des Congolais qui manquent à manger, lorsqu'il y a des Congolais qui ont des problèmes à tous les niveaux, alors que nous avons en face les 6 objectifs auto-assignés par le chef de l'État lui-même, a priori, l'équilibre social, si je peux ainsi le dire, puisqu'il a dit la protection du pouvoir d'achat, la création d'emplois. Il y a des gens qui terminent l'université. Marius, je ne sais pas s'il travaille déjà. Moi, non. Vous voyez. Marius travaille, il est dans un privé, il est dans l'import-export. Heureusement pour lui. Mais malheureusement pour nous autres, après plusieurs années, plus de 10, je suppose, après avoir été à l'université, combien d'étudiants, combien d'intellectuels congolais sont dans l'informel, sont au chômage, sont à la maison, ont créé des cabines. Comme dirait un pasteur, lorsque nous grandissions, les parents nous disaient il faut étudier et parce que les études constituent la clé de la vie et de l'avenir. Maintenant que nous avons fini, l'État a changé de serrure. C'est apparemment ce que nous vivons. Mais nous croyons que les gouvernements... C'est quand même fort. Ben, c'est très fort, bien sûr. Ce qui est plus fort, c'est évidemment la réalité face à laquelle le peuple congolais fait but, notamment les intellectuels. Ça fait mal. Hein? On peut beau rire en les disant sur le plateau, mais ça fait mal puisque nous considérons les études comme un investissement. Il y a des parents qui ont vendu de bois, des parents qui ont vendu de l'eau, des parents qui ont souffert pour voir leurs enfants non seulement étudier, mais venir compenser un certain niveau de vie et leur donner du sourire après. Mais ils sont en train de mourir sans voir le bonheur arriver, ni encore s'assurer que ceux en qui ils avaient investi vivront ce qu'ils attendaient. C'est très malheureux. C'est ce que ce pays n'a jamais reçu depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. La différence maintenant de tous ces régimes qui ont précédé Félix Tshisekedi, c'est que lui, il a mené une thématique, il a dit le changement. Ça veut dire lui a la prétention de pouvoir changer les choses. Cette prétention, c'est la consécration aujourd'hui de la mobilisation des recettes à travers un budget qui va aller au-delà de ce que les précédents régimes ont eu. Nous en avons déjà 16 milliards. Aujourd'hui, on parle de 18 milliards. Je soutiens l'investiture du gouvernement. Ben oui, je soutiens. L'investiture, c'est pas un problème. On savait que le gouvernement allait être investi. Quoi qu'il arrivait, le gouvernement allait être investi puisque c'est un gouvernement de l'Union sacrée et que c'est l'Union sacrée qui est majorité. Quelqu'un m'a posé une question, sachant que j'allais vous recevoir. Je suis obligé de vous passer la question. Demandez à Cédric Moudiantou. Si Didier Boudimbo n'était pas membre du gouvernement, est-ce qu'il soutiendrait ce gouvernement? Moi, j'ai soutenu Didier Boudimbo sans qu'il ne soit membre du gouvernement. Je suis dans l'AVC et je n'étais, moi personnellement, s'il n'était pas membre du gouvernement, est-ce que vous soutiendrez ce gouvernement? Parce que vous avez reconnu qu'il y a quand même quelques hicks dans la composition de ce gouvernement, sa forme, sa taille, etc. Peut-être vous le soutenez parce que Boudimbo est là. Mais si vous comprenez, ça vient d'un téléspectateur. Oui, je réponds à ces téléspectateurs que je salue tout de même. S'il peut voir les styles des communicateurs d'aujourd'hui qui sont dans le conformisme, ils n'ont pas la capacité de critiquer leur propre famille politique. Je le fais toujours. Je critique l'Union sacrée quand ça ne marche pas. Je critique même l'AVC lorsque ça ne marche pas. Mon autorité morale connaît mon caractère. Et je suis intraitable face à cela. Je reste intraitable puisque je suis de l'école d'Étienne Tshisekedi. En plus de ça, les communicateurs que vous recevez auraient du mal à parler de ces hicks dont vous parlez de ce gouvernement. J'allais dire non, c'est perfect, c'est très bien. Mais j'ai dit qu'il y a déjà des petits soucis, mais nous
espérons qu'il y aura des corrections. Ou même encore, si c'est une maintenue qu'à la personne de Didier Boudimbo, j'aurais pu dire, ces gouvernements, je ne suis pas d'accord, sauf je soutiens l'effet de la nomination de Didier Boudimbo. Non, non, non. D'ailleurs, lorsque j'ai fait ma première émission, je n'ai même pas salué d'abord la nomination de Didier Boudimbo. J'ai dit, les gouvernements inspirent confiance avec l'entrée de Daniel Moukoko Samba. Je n'avais pas dit de Didier Boudimbo, mais j'ai dit l'entrée de Daniel Moukoko Samba. Bon, mais pourquoi? Vous n'aurez pas aussi tort, c'est votre droit le plus légitime. Voilà, parce que... Voilà, donc je pense que j'ai répondu à ces téléspectateurs. Très bien, il a compris. Et je disais, et je dirais encore que le problème de l'investiture de ce gouvernement ne pouvait pas se poser pour la simple raison que c'est la majorité qui est au Parlement dont est issu ce gouvernement. Le problème dont a besoin le peuple congolais, ce n'est pas l'investiture du gouvernement, mais c'est ce que fera ce gouvernement à son profit. Est-ce que c'est un... Nous avons toujours eu des gouvernements, nous venons d'en avoir un, à mon sens, qui n'a pas réussi. Bien. Alors nous disons, est-ce que Madame Souminois, qui est aussi issue de ces gouvernements qui n'a pas réussi, viendra corriger l'erreur par rapport à ce qu'a été les goulots d'étranglement face auxquels ce gouvernement avait fait face, ou bien elle continuera dans la même logique. Le souhait ici, c'est de voir que la composition de ce gouvernement puisse travailler dans le sens d'accompagner le peuple congolais à atteindre ses profondes aspirations. Merci beaucoup. Très rapidement, Marius Soumou-Balama, dépôt du programme d'action du gouvernement et investiture du gouvernement déjà demain, votre avis? Merci beaucoup pour la parole, monsieur Benz. Depuis que le gouvernement est sorti, depuis que l'ordonnance du chef de l'État a été signée, ça n'a cessé de créer des conflits internes au sein de l'Union sacrée, n'est-ce pas? Et on doit aussi reconnaître que c'est l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui, c'est la première Assemblée nationale qui a au-delà de 400 membres depuis qu'on a commencé le cycle électoral. Mais vous sentez que déjà il y a un problème aussi de l'Assemblée nationale pour d'abord accepter les gouvernements. Et du coup, je n'ai pas compris, l'Assemblée a plus de 400 membres. Donc, en fait, l'Union sacrée, la majorité a plus de 450 membres. Donc, l'opposition est presque inexistante aussi de l'Assemblée nationale. Mais déjà, à l'interne, ça pose problème de l'investiture du gouvernement et pourtant ils sont majoritaires. C'est pour dire que ne soyez pas surpris si lors de la présentation du gouvernement, du programme par Mme Soumino, que le gouvernement tombe. Pourquoi pas? Ce gouvernement déjà en soi, en lui-même, en soi, il est porteur de germes de conflits, n'est-ce pas? Quand bien même mon co-débatteur Cédric Moudiantou a essayé un peu de relativiser cette question-là de représentativité, mais c'est une question profonde qui trouve son soubassement dans l'article 90 de la Constitution. La Constitution veut que le gouvernement soit représentatif. Nous avons un gouvernement de ces camps. 4 membres, il est inconcevable qu'il y ait des provinces qui se plaignent, qui n'ont pas de représentants dans ces gouvernements-là. N'est-ce pas? On peut dire que non, le gouvernement il va travailler pour tout le pays. Et voire même des ministères inexistants. Oui. Au-delà de ça, au-delà de ces problèmes-là, vous allez comprendre qu'il y a eu création d'autres ministères ou bien des ministères délégués, qui risqueraient, n'est-ce pas, de s'arroger les compétences des autres entités, des territoires, des entités territoriales décentralisées. Je vous donne un exemple comme le ministre délégué, n'est-ce pas, à l'urbanisme chargé de la politique de la ville. Vous comprenez? Maintenant, il s'agira de quelle ville? Quelle est cette politique-là que ce ministre-là sera en train de mener? À la place de gouverneur. Prenons l'exemple si le gouverneur Bumba, gouverneur de Kinshasa, prenait l'initiative d'urbaniser par exemple la commune de Maluku. Et c'est lui qui va mener la politique de l'urbanisation avec ce ministre provincial de l'urbanisme, ou bien c'est le ministre chargé de la politique de la ville. Comprenez qu'il y a déjà des conflits qui sont créés par le même gouvernement ici. C'est pourquoi, si le gouvernement n'est pas investi, ça pourra permettre au président de la République de corriger des erreurs en nommant de nouveaux ministres, si au moins le Parlement n'arrivait pas, n'est-ce pas, à entériner le programme que Mme Soumina pourra présenter. Parce qu'on ne sait pas comprendre si le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui entre en jeu pour négocier. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de négocier les députés de la majorité pour qu'ils puissent accepter, n'est-ce pas, les députés, pour qu'ils puissent accepter le gouvernement qui est leur gouvernement. Ce gouvernement ici aura pour mission, n'est-ce pas, de mener au bon port la politique du chef de l'État pour atteindre, n'est-ce pas, les aspirations de la population, le bien-être. Normalement. Donc, le problème est à ce niveau-là. S'agissant du programme, du dépôt de
du budget de Madame Soumino à l'Assemblée nationale. Je crois que M. Cédric Moudiantou a tout balisé. Ici, le problème n'est pas le problème de chiffres, parce qu'il y a des communicateurs qui sont en train de passer entre des lois que c'est la première fois que le budget aille jusqu'à 18 milliards de dollars et qu'on sort. Moi, je soutiens que le problème n'est pas le chiffre, n'est-ce pas? Le problème, c'est au niveau de la gouvernance. Quelles sont les politiques que Mme Soumino, s'il est au moins investi par l'Assemblée nationale, mettra en jeu pour limiter le coulage des finances publiques? Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous allez à la commune d'Engalima, parce que le budget, c'est l'ensemble des recettes et de dépenses. Quand vous arrivez dans une des communes pour demander un document officiel de l'État, vous n'avez pas le prix officiel. Et vous payez entre les mains des individus. Ouais, tout document de l'État, les prix ne sont pas... On ne peut pas vous permettre, vous, citoyens congolais, d'aller payer à la DGRAD pour obtenir un document de l'État. Il faut payer entre les mains des individus qui perçoivent les montants et ils retirent ce qu'il faut payer à la DGRAD. Donc, les documents qui ne coûtent pas 10 $, vous l'achetez à 10 $, mais elles vont verser par exemple 5 000 francs. Et le reste, ce sont eux qui sont en train de bouffer ça. Et c'est là que Mme Soumino devrait s'atteler. Qu'est-ce qu'elle fera pour mettre fin, n'est-ce pas, au coulage des finances publiques? Et donc, il y a des questions qui sont purement qualitatives, n'est-ce pas, auxquelles Mme Soumino pourra, s'il faut donner des recommandations, pourra s'atteler, n'est-ce pas, pour baliser le chemin pour celui qui viendra après lui. Parce que si elle n'arrive pas, n'est-ce pas, à mettre fin au détournement qui est devenu un mode de gestion au sein de l'Union sacrée, s'il n'arrive pas à mettre fin... Ça c'est fort quand même. Mais non, c'est la réalité, nous suivons toujours sur les médias. Vous êtes journaliste d'investigation. Les détournements qu'il y a au sein du gouvernement, c'est gravissime. Et c'est là qu'il doit d'abord commencer à s'atteler. De donner plus de crédit, n'est-ce pas, à l'UNICEF, en fait, de l'accompagner pour combattre les détournements, parce que ces détournements-là ne lui permettra pas d'atteindre les objectifs assignés. Ouais, monsieur Benz, s'il parvient à endiguer, à combattre les détournements au sein de son gouvernement, il peut aller plus loin. Mais aussi, quant à ce budget ici, il faudra qu'il fasse de son moyen nécessaire. Parce que j'ai l'inquiétude que l'Assemblée nationale, ici, s'il a investi, ne puisse pas lui faire des chantages tout au long de sa gouvernance. Et en lui faisant des chantages, il prendra toujours soin d'entretenir cette Assemblée nationale-là à lieu place de travail pour la population. Elle doit tout faire pour arrêter le train de vie, n'est-ce pas, des institutions. Il ne faudrait pas qu'une grande part de ce budget ici puisse servir pour entretenir les institutions, pour entretenir les députés. Parce qu'il y a des choses qui circulent sur les médias, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, comme quoi les députés frustrés, n'est-ce pas, sont en train d'exiger à chacun 50 000 $ pour que le gouvernement Soumino soit investi. Vous comprenez déjà qu'au début comme ça, qu'on commence à demander pour que le gouvernement soit investi, puisse débourser 50 000 $, c'est très grave. Cédric Moudiantou l'a bien soulevé ici, que le chef de l'État avait mis le vœu, n'est-ce pas, de ne pas reprendre les erreurs du gouvernement passé. Ouais. Comment éviter les erreurs du gouvernement passé, qui est déjà d'emblée un échec avec les mêmes acteurs du passé? Parce que le gouvernement ici est constitué de au moins de 40% des membres du gouvernement passé. Comment, ceux qui ont échoué dans le gouvernement passé, on les retrouve encore dans ce gouvernement ici. Monsieur Moudiantou a salué l'entrée, n'est-ce pas, du ministre du professeur Mkoko Samba au gouvernement. Il a aussi un passé, il faut évaluer son passé. Parce qu'il n'est pas nouveau. Il a été à l'ONATRA. Quel était son passage à l'ONATRA? ONATRA a ses défis. Mais les défis qu'il y a à l'économie, c'est plus énorme, c'est plus grave que ce qu'il y a. Que pensez-vous de l'investiture du gouvernement? Pour moi, ils ont la majorité. Sûrement qu'ils vont l'investir sur coup de biais, comme les sollicitent déjà les députés de l'Assemblée nationale, qui sont frustrés, n'est-ce pas? Et du coup, l'Assemblée nationale, le gouvernement ici de Mme Soumino, vu déjà que ça commence, il sera en train de travailler pour entretenir cette Assemblée-là, pour se maintenir, et du coup, elle va ignorer le travail pour le bien de la population, et risque de tourner. Je pense que dans ce cas, il serait mieux que vous puissiez, en une minute, prodiguer un conseil aux élus nationaux, parce que ce gouvernement-là a pour mission, vous l'avez soulevé ici, de travailler pour le salut, le bien-être du peuple congolais. Monsieur Benz, on pourrait prodiguer les conseils à cette Assemblée nationale ici, s'ils sont ici d'une élection crédible.
Déjà, leur élection était mitigée. Les gens qui sont là, beaucoup sont là par coup de billets. Ils ont investi de l'argent pour qu'ils soient là. Et donc, ils ne sont pas l'émanation de la population. N'est-ce pas? Les élections ont été décriées. Dr Mukwege est allé plus loin en demandant que les élections soient annulées par la Cour constitutionnelle. Et ces députés-là ne pourront jamais alors rencontrer l'aspiration de la population. C'est pourquoi je lance un cri d'alarme au président de l'Assemblée nationale. Au président de l'Assemblée nationale de bien entretenir, quand même les députés sont ici d'une élection frauduleuse, de bien encadrer ces députés et de les rappeler leur mission. Et de les rappeler qu'ils sont redevables vis-à-vis de la population. Et qui doit travailler enfin de raconter le bien de la population. L'Assemblée nationale, n'est-ce pas, c'est lui l'autorité budgétaire. Ils doivent tout faire pour que les budgets ici puissent affecter le bien de la population. Une bonne partie, que la bonne partie de ces budgets ici soit affectée à la santé, à l'éducation, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, n'est-ce pas, à la couverture de santé universelle. Que cela soit effectif, que ça ne s'arrête pas seulement à Kinshasa, que ça va dans nos territoires, dans nos villages, que cela soit effectif, que la gratuité de l'enseignement soit une réalité et non pas, n'est-ce pas, quelque chose de populiste comme nous le vivons aujourd'hui. Parce que beaucoup de nos enfants ne sont pas dans les écoles de gratuité. Et ceux qui sont dans l'enseignement de la gratuité, vous êtes sans ignorer que la qualité de l'enseignement a largement baissé. Or, on ne peut pas penser le Congo de 30 ans si on passe par l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Très bien. Merci à vous deux, Marius Moubalama, Cédric Moudiantou, deux Congolais qui aiment leur Congo, mais qui s'opposent par rapport à certaines pratiques, par rapport aux idéologies, certains points de vue. C'est l'expression non seulement du patriotisme de la part de chacun, qui accepte de réfléchir à haute voix pour les saluts du Congo, mais aussi l'expression de la démocratie lorsqu'on offre un plateau de ce genre pour entendre et écouter le son de cloche des uns, tout comme des autres. Situation sécuritaire dans l'est de la RDC, nous avons vu des images et des vidéos, les prouesses des FARDC que nous applaudissons d'ailleurs, mais certains Congolais vivant à l'étranger, les autres qui sont sur place dans l'est du pays, d'autres encore qui sont même ici à Kinshasa, pensent que quelquefois on ne dit pas la vérité au chef de l'État. Quelquefois, on laisse croire au président de la République que tout va bien alors qu'il y a encore des boulons qu'il faut serrer, etc. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'est du pays, précisément à Kanyabayonga? Cédric Moudiantou, 6 minutes. Ben oui, 6 minutes, c'est bien de le dire, mais c'est aussi bien de le réaliser puisque je me rends compte que votre chrono fonctionne. Votre première prise de parole, vous aviez parlé pendant 8 à 9 minutes. Si c'est le cas, lui doit être dans les 15 alors. Je crois que je vais les récupérer, bien sûr. C'est ça aussi l'état de droit. Alors, je voulais que vous permettiez une digression avant que je n'aborde le deuxième sujet. La digression, c'est pour apaiser d'abord mon frère, pour lui dire que ce n'est pas scandaleux de voir cette proportion que vous avez évoquée, de 40% des anciens ministres retournés, si leur productivité était aussi bonne que ça. Donc on ne peut pas s'acharner aux individus qui travaillent bien. La République est notre République à nous tous. Oui. Mais ça ressemblait à une sorte de... comment ça s'appelle là, ça ne ressemblait pas à la nomination d'un nouveau gouvernement issu d'une nouvelle législature. Mais c'était comme une sorte de remaniement. Hein, et voilà. Mais une sorte de remaniement, comment vous avez une proportion inférieure à la moyenne des anciens membres du gouvernement. En plus de ça, ceux qui ont été là, vous les excluez de la nationalité congolaise? Non, nous avons besoin de tout le monde. Non, mais il n'y a pas longtemps, vous-même qui êtes de l'Union Sacrée, déclariez sur plusieurs plateaux de télévision que les chefs de l'État devaient faire attention avec certains caciques, on n'aimerait pas les revoir. Encore aujourd'hui, dans la gestion de l'exécutif... Mais est-ce que les chefs de l'État reconduisent tout le monde? Non. Avions-nous cité les noms de ces caciques? Non. Nous avions dit au chef de l'État de voir la productivité de chacun et il a fait comme nous lui avons demandé. Ceux qui sont rentrés sont ceux qui ont fait preuve. Lorsque nous disons que le gouvernement passé avait échoué, mais nous n'avons jamais dit que le gouvernement passé avait 0 sur 10. S'il avait 4 sur 10, il a échoué, mais ça veut dire qu'il y avait quand même 40% de réussite. Heureusement qu'il y a aussi 40%, donc on avait raison. Je voulais ici une fois de plus dire à mon ami, en termes
de la frustration qu'il y aurait et tout ça. Écoutez, c'est ça le problème de la classe politique. J'ai vu Matata Ponyo faire un gouvernement de 36 ministres. Nous en avons aujourd'hui des 54, mais les gens sont toujours insatisfaits. La représentation, on veut qu'on ait un gouvernement de combien de ministres? Est-ce que c'est du pays qu'on veut ou bien c'est des intérêts individuels qu'on veut? On doit se situer finalement par rapport à nos propres objectifs. Donc c'est cela. Le petit conseil que je pourrais donner pour chuter, je vais demander à ces gouvernements de s'atteler plus à l'investissement, d'abord à donner une bonne proportion du budget à l'investissement, mais également à la promotion des secteurs primaires, ça veut dire investir à l'industrie locale. L'économie étant butée déjà à l'extraversion, nous consommons plus, en fait plus de 80% de produits de base que nous importons. Ça ne pourra jamais être à la mesure des attentes du président de la République, notamment de protéger le pouvoir d'achat lorsque nous dépendons de l'extérieur et subissons tous les coûts d'importation. Il va falloir d'abord que nous-mêmes soyons producteurs de biens et services de masse, et de cette manière la population pourra avoir évidemment un peu de souffle dans le vécu quotidien si l'on veut atteindre évidemment ces attentes, plutôt que de les dire ou même encore de dire nous voulons dédollariser par un communiqué, par une simple volonté, mais que l'on ne sait pas effectivement investir dans les fondamentaux de l'économie qui puissent s'orienter dans ce sens-là. Ça veut dire ici la bonne programmation des choses serait de voir une bonne orientation de la politique économique vers le bien-être de la population, plutôt que, comme disait mon frère tout à l'heure, au fonctionnement des institutions. Nous avons des institutions qui aujourd'hui posent déjà problème en termes de substance même. Alors déjà, puisque ça pose problème en termes de substance, ce sont des institutions budgétivores. Alors, quand ce sont des institutions budgétivores, nous voulons encore avoir des députés qui touchent, je ne sais jusqu'à combien, ils ont des assistants aussi qui commencent à toucher plus que les députés d'hier. Je me dis, est-ce qu'on pense vraiment à la population ou est-ce qu'on veut vraiment, on sait vraiment ce qu'on veut? C'est le chef de l'État qui rendra finalement compte face au peuple et qu'il a trouvé évidemment la première ministre qui doit graviter évidemment dans sa vision pour que les deux puissent écrire l'histoire. Encore que l'objectif pour le chef d'État, nous le rappelons, nous qui avons lutté pour ce combat, nous n'avons pas besoin de voir le chef de l'État passer et le tshisekédisme avec lui. Nous voulons que le chef de l'État passe au terme de son second mandat, mais que le tshisekédisme demeure, puisque nous avons besoin de conserver ce pouvoir plus de 50 ans et nous le ferons, mais nous ne le ferons qu'avec les bonnes actions que nous devons mener dès maintenant avec le gouvernement de Judith Suminwa. La situation sécuritaire à l'Est, elle est d'autant plus préoccupante, et ceci depuis plusieurs décennies, par le fait que il y avait une forme d'une part de complicité, de l'autre de passivité, complicité sur le plan international, passivité sur le plan interne. Depuis que Félix Tshisekedi est là, il a fait preuve d'une expression de volonté, non seulement de ne pas négocier avec les ennemis, mais surtout d'asseoir l'autorité de l'État, la chose la plus importante. Asseoir l'autorité de l'État, c'est notamment sur le plan diplomatique ce qu'il a obtenu, la levée de l'embargo. Aujourd'hui, la RDC est souveraine en termes de cette autorité de l'État, mais également la RDC est en train de former elle-même ses propres enfants pour faire un bon assaut rassuré. En même temps, le chef d'État a enclenché un processus d'exfiltration de l'armée, ce qui était un affaiblissement de nos services de sécurité par l'effet de l'infiltration avec le régime Kabila. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ce qui est en train d'être enregistré comme succès par les FRDC est d'abord la réussite en termes de cette exfiltration, mais également d'une bonne formation des éléments, en plus du matériel acquis au terme de cette levée d'embargo. Voilà pourquoi ici nous voulons exprimer un mot de soutien au président de la République et bien entendu au FRDC, leur disant de continuer avec tous les soutiens de la population. Nous devons gagner, puisque la cause étant tellement juste, on n'a pas besoin de négocier et on ne le fera pas. C'est notre pays. Même depuis la Bible, nous avons déjà une alliance que nous avons faite avec ce sol. L'étranger ne peut pas venir régner ici. Donc nous allons continuer avec le chef de l'État, avec son engagement, avec la détermination de nos hommes en uniforme. Nous allons gagner. Cédric Moudiantou, est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour les Congolais en général, les FARDC en particulier, de se féliciter pour avoir repoussé l'ennemi, ou l'on doit se féliciter de bouter d'ailleurs carrément l'ennemi? C'est plutôt l'ennemi qui se féliciterait d'avoir fait quelques pas de plus, parce qu'il est minoritaire, il est, comment je dirais, étranger officiellement sur le sol congolais. On ne va pas se féliciter que d'une avancée. L'avancée ici, c'est de repousser. Le but, c'est de bouter dehors.
Comment voulez-vous bouter dehors lorsque vous ne repoussez pas? Donc nous comprenons que dans le bouter, le premier pas serait de repousser. Donc ce qui est fait à ce niveau, c'est une avancée que nous saluons. Ils sont minoritaires, oui, j'ai parlé d'entrée de jeu. Non, je viens de parler récemment d'une complicité. Nous voyons qu'ils sont minoritaires, mais derrière, le chef d'État avait dit que c'était une guerre économique. Alors la guerre économique impliquait d'autres forces que nous ne voyons pas, puisque la guerre de l'Est avec les M23 ne constituent que la partie visible de l'iceberg. Nous savons derrière ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai dit, le défi pour le chef de l'État était l'exfiltration, puisqu'ils ont réussi à nous affaiblir à travers l'infiltration. Nous allions vers eux avec leurs éléments. Il fallait d'abord nous assurer que cette fois-ci, nous allons vers eux tout seuls, et que notre information, la guerre c'est l'information. Comment vous voulez aller en guerre alors que parmi vous, vous avez les éléments contre qui vous allez? Le chef de l'État s'est attelé à travailler par rapport à cela. Nous ne nous félicitons pas de cette avancée. Maintenant que nous sommes rassurés que nous sommes en train d'avancer, nous poussons plutôt que nous puissions effectivement et définitivement les bouter dehors. C'est l'expression du soutien ici exprimé. Bien. Et d'encouragement aussi bien au FRDC qu'au président de la République. Très bien. Marius Moubalama, Kanyabayonga, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi la situation sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo? 6 minutes. Ah oui, comme vous le dites. En fait, les problèmes que nous avons au pays sont multiples. Et je crois, Dr Denis Mukwege, pendant la période de campagne, il avait présenté le problème. Et lui, il a donné comme solution de mettre fin à la guerre, mettre fin à la famine, mais aussi au vice. Dans l'armée, il y a il y a beaucoup de problèmes. Le vice dont Mukwege parlait, dont le détournement, l'infiltration, la corruption, ce sont des éléments qui sont qualitatifs. Et ne sont pas, ce sont des éléments immatériels qui ne sont pas... Et des questions qualitatives comme ça tirent vers le bas notre armée. Et donc, c'est là qu'on doit d'abord commencer à travailler pour que l'action, n'est-ce pas, de notre armée soit efficace sur terrain. Soit efficace sur terrain. Si on n'arrive pas à entretenir l'armée dans son ensemble, n'est-ce pas, à mettre de mettre l'armée à l'abri, n'est-ce pas, du besoin, il y aura toujours un problème d'infiltration, un problème de trahison. Et quand il y a des trahisons, il y a des infiltrations, on ne sera pas efficace. Mais également, faire confiance, n'est-ce pas, aux main-d'œuvre locales, au capital humain congolais. Parce que nous avons tendance à mettre notre espoir, à jeter notre dévolu entre les mains de nos partenaires extérieurs. SADC, ceci ou cela. Ces gens ne viendront pas mourir pour notre pays. C'est nous Congolais, n'est-ce pas, c'est nous Congolais qui devons travailler. Et nous avons cet amour-là de nous battre pour notre pays. Vous vous souviendrez qu'en 96, lorsque AFDL est venu, et lorsqu'il y a eu création du RCD, il y avait eu ce valeureux Congolais qu'on appelait Maïmaï, qui s'était soulevé, n'est-ce pas, pour défendre la patrie. Des Congolais. Et leur engagement n'a pas permis aux rebelles, n'est-ce pas, d'atteindre à 100%, quand même ils ont atteint leurs objectifs, mais ils n'ont pas atteint à 100%. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a le Ouazalendo qui se sont soulevés, des Congolais, des patriotes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à l'interne, si on mettait de l'énergie sur la main-d'œuvre locale, ça veut dire la main-d'œuvre, le capital humain qui est au sein de l'armée, on peut mettre hors d'état de nuire nos ennemis. Dans l'armée, à l'époque de Mobutu, on le voyait. Moi, j'ai grandi dans la ville de Bukavu. Le militaire venait d'ailleurs. Il était difficile de trouver un fils du quartier ou bien un fils de la ville avoir de hautes responsabilités au sein de la ville. On retrouvait toujours des généraux, des colonels, des majors qui venaient d'ailleurs. Et ils viennent travailler pendant d'autres provinces. Ils viennent travailler pendant un moment donné. On les remplace, on amène d'autres Congolais. Mais quand vous allez sur toute la zone là, à l'est, vous allez trouver des militaires qui sont là-bas pendant des décennies. Vous voyez, ils se sont familiarisés avec la société civile, ce qui n'est pas aussi une mauvaise chose. Mais quand ça devient une habitude de tous les jours, c'est ça ce qui
crée aussi de l'infiltration, qui crée aussi de la trahison. Et donc, l'armée... La passivité, s'il faut parler comme ça, oui. Ça veut dire qu'on devrait organiser l'armée en fait qu'il y ait ces mouvements-là. Vous avez dans les bandes pendant un tas d'années, on vous prend votre bataillon, on vous amène, n'est-ce pas, dans les Nord Kivu. Ceux qui sont dans les Nord Kivu, on les amène dans les Grands Équateurs. Ceux qui sont dans les Grands Équateurs, on les amène dans les Kasaï. Et vous allez voir que ces mouvements-là peuvent aussi contribuer à l'efficacité de notre armée. Ouais. Et donc, moi, je plaide à ce que notre gouvernement, il y a cette loi-là de reprogrammation de l'armée, que cela soit effectif, que l'armée soit mise à l'abri, n'est-ce pas, des besoins. Parce que cette armée-là, la mission régalienne de l'armée, c'est de protéger, n'est-ce pas, nos territoires. S'il n'y a plus la RDC, M. Benz, je ne sais pas, moi et vous, nous serons où? Des apatrides. Des apatrides, c'est une question très difficile. Alors, et donc, Marius, cette armée-là doit être mise à l'abri de tout besoin, bien entretenue. Moubalama, Cédric Moudianto a dit, ce que nous savons tous, que le chef de l'État déclarait que la guerre, elle est plutôt basée sur des motivations économiques, etc. Tant que la RDC demeurera un pays riche avec toutes les potentialités qu'on y retrouve, tant que les ennemis de la RDC nous regarderont toujours en position d'assassins et non d'amis ou de médecins, question douloureuse, pensez-vous que l'on pourra un jour respirer la paix totale, donc l'absence de la guerre en RDC? C'est pour dire que la richesse de la RDC est un malheur pour nous. C'est ça, non? Moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Le problème est toujours qualitatif. On le dit toujours. Qu'on arrive à combattre la corruption, qu'on arrive à combattre les détournements, et les investisseurs viendront. Vous savez, aujourd'hui, le Rwanda est classé parmi les premiers pays, parmi les grands pays, parmi les grands producteurs de matières premières, de minerais. Alors que le Rwanda n'en a pas. Ouais. Et tous ceux qui sont en train d'entretenir la guerre ici au Congo, qui sont les multinationales, n'est-ce pas, entretiennent ces guerres-là, tout en... Donc, ils entretiennent les guerres, après, on exporte nos minerais vers le Rwanda, et le Rwanda exporte ces minerais-là. Ça veut dire quoi? Si on combat la corruption, le détournement, les investisseurs viendront vers nous. Est-ce que c'est normal que quand un investisseur vient, par exemple, avec 1 milliard, dans un secteur quelconque, on lui impose de donner 10 à 20% de son capital pour commencer à prester. Et lorsqu'il va commencer à prester, on lui asphyxie encore avec des taxes faramineuses. Ils ne viendront pas. Mais quand ils vont dans d'autres pays, ceux qui n'ont pas eu ici facilement, de l'autre côté, ils en ont. Ça veut dire qu'on doit travailler à l'interne pour donner des facilités à des investisseurs de venir. Quand ils viennent, ils créent de l'emploi chez nous. Ils vont faire aussi le transfert de connaissances, comme on dit, le transfert de technologies, et le pays va en bénéficier. Bien. Mais plus on se dit qu'on est riche, nous sommes convoités par notre richesse, au lieu de combattre les problèmes que nous avons à l'interne ici, parce que tout ce qu'on peut avoir, il y a des problèmes qui sont endogènes et d'autres problèmes qui sont exogènes. Les problèmes qui sont exogènes, on ne sait pas bien les gérer. Mais ce qui est endogène ici, on peut les gérer. Ça veut dire qu'il faut aussi donner les moyens nécessaires à la justice. Et laisser cette justice-là soit autonome, soit indépendante. Qu'elle cesse d'être malade. Voilà, qu'elle cesse d'être malade. Quand il y a des dérapages, que la justice puisse faire bien son travail. Quand il y a des soupçons de détournement, quand il y a des soupçons de corruption, que la justice fasse son travail comme il se doit. Bien, merci. Alors, nous allons vraiment à la fin de l'émission. Il nous reste un sujet. Nous allons l'évoquer, mais cette fois-ci, chacun de nous aura 4 minutes pour dire son mot. Au Sénat, nous savons qu'il y a déjà un bureau d'âge avec l'honorable Kindwelo à la tête. Mais maintenant, d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle qu'un Kasaïen, à la personne de Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, qui va se faire élire sénateur dans la province de l'Équateur, à Pandaka, et maintenant il se révèle que ce serait lui le plus âgé. Alors, un conflit a vu le jour où ces deux personnalités, ces deux doyens, se disputent de manière douce ce poste du président du bureau provisoire du Sénat. Est-ce que nous avons besoin des nouveaux primaires pour départager cela? Suivez mon langage, mon regard, Cédric Moudianto. Non mais ça fait mal justement.
lorsque, même à un certain âge, on s'accroche toujours, je me dis... C'est un droit, vous dites tout. Bah, c'est un droit. Puisque c'est un droit, le droit, c'est règle par le droit. N'est-ce pas? Nous parlons ici du bureau d'âge. C'est légal. Les principes est fixé. On a parlé du bureau d'âge. Le retard de l'élection du patriarche Mukamba Kadiata Nzemba, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, reviendrait à ceux qui ont organisé ces élections en retard. Ce n'est pas à lui de subir cela. Je me dis, c'est le bureau d'âge. Et puisque c'est le bureau d'âge, c'est le plus vieux qui prend. Alors le plus vieux, je ne sais même pas pourquoi ça appelle un débat, honnêtement. Ça ne devait même pas faire objet d'un débat. Ce n'est pas le fait d'avoir... Non, mais déjà... parce que ça a déjà créé des frustrations. C'est plus qu'on veut toujours être... On est un pays de frustrés. On est un pays de frustrés. C'est pourquoi la frustration commence par nos familles, ça remonte au niveau de l'État. On reste un pays de frustrés et nous restons sous-développés puisque nous passons notre temps à discuter même des sujets qui n'appellent à aucun débat. Nous sommes humiliés comme ça à la face du monde puisque toujours dans des petits sujets qui n'ont même pas de sens. Là-bas, c'est là, là-bas, frustration, là-bas, représentation, là-bas, bureau d'âge. Et après les bureaux d'âge, on aura un autre sujet, on aura, mais on ne s'attelle pas à ce qui est important. Okay. Le patriarche Mukamba Kadiata Nzemba est le plus âgé et c'est clair que c'est lui qui doit prendre la tête du bureau provisoire du Sénat. Comment est-ce que nous pouvons venir ici pour discuter de ça? Vous avez donné 4 minutes. Mais vous avez bien dit que ce n'est pas de la faute de celui qui est déjà là, mais plutôt de l'organe ayant organisé. Ce n'est pas de la faute de celui qui est déjà là. Ce n'est pas non plus de la faute de celui qui vient après. Vous pensez qu'on peut déloger comme ça? Non, on ne peut pas déloger comme ça. On va juste appliquer la loi. On appelle cela bureau d'âge. Vous êtes venu avant, puisqu'à ce moment-là. Que l'élection se fasse à des périodes différentes. Chers frères, et ce n'est pas Mukamba qui a organisé les élections à des périodes différentes. Vous êtes venu, vous êtes président du bureau d'âge par le fait que jusque-là, c'était vous le plus âgé. Et puisque c'était vous le plus âgé par rapport à l'organisation tardive des élections dans d'autres entités. Lorsqu'on a organisé partout et qu'il se dégage que vous n'êtes plus le plus âgé, donner la place, ça n'appelle pas au débat à celui qui est plus âgé, c'est le bureau d'âge. Hein? Pourquoi ceci peut appeler à un débat? C'est mesquin. C'est très mesquin. Savez-vous que sous Mbosso, il s'est révélé aussi une réalité de ce genre, mais ça a été géré autrement. J'oublie exactement le nom de ces députés qui s'étaient révélés être plutôt le plus âgé des 2 ans même de Christophe Mbosso. Que ce soit à l'époque de Mbosso, à cette époque ou à l'époque où toi et moi serons au Parlement, je crois que on doit juste respecter les principes. Le principe, c'est que le plus âgé est là. Et que le bureau d'âge est dirigé par les plus âgés. On lui donne, c'est tout. Qu'il soit venu avant ou après, encore que ce n'est pas de sa volonté d'être venu après, respectons les règles. Est-ce que Mukamba Kadiata Nzemba doit à tout prix être président du bureau d'âge? Il peut aussi laisser passer. Non, mais ce n'est qu'un bureau d'âge. Qu'est-ce que nous faisons alors de ce principe? Le problème, c'est ça. Lorsque nous violons aujourd'hui les principes, nous ne savons pas la jurisprudence que nous créons pour demain. Or, la politique que nous faisons aujourd'hui, le génie blanc, Didier Boudimbo, que je salue, nous a toujours enseigné une chose importante. Apprenez aux enfants la vérité. Lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Je connais ton co-débatteur, il a toujours soutenu la politique de Didier Boudimbo. Ah oui, voilà, j'ai dit... Apprenez, encore que c'est biblique, apprenez aux enfants la vérité, lorsqu'ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Si nous violons le principe aujourd'hui, a-t-on enseigné aux enfants la vérité? Et demain, ils apprendront et aussi à violer. Nous sommes un pays de violeurs. C'est ce que nous ne voulons pas léguer à notre postérité. Ce n'est pas non plus ce serment de liberté dont nous parlons dans notre hymne. Apprenons à respecter les principes. Apprenons à respecter les principes. Vous m'avez donné 4 minutes, j'ai pris mes 1 minute 30 secondes. Je pense que j'en ai encore 2:30. Non, vous n'avez plus de temps. 1 minute seulement vous reste. Ah, il me reste encore tellement une. Hein. Je n'aurai pas le mot de la fin. 45 secondes d'ailleurs. Ah, ça c'est votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je voulais dire une chose. Ceux qui occupent aujourd'hui les postes de responsabilité à tous les niveaux, que ce soit au niveau national ou même provincial, puisque nous avons vu, le chef de l'État est élu au suffrage universel par le peuple, mais les gouverneurs sont élus par les députés provinciaux. Ils sont issus des volontés et même aussi des mécanismes que nous savons. Et il se posera peut-être un problème de l'exécution du projet, de la vision du président de la République, alors que le chef de l'État, lui, il va rendre compte de toute la nation, de tout le territoire national. Effectivement. Nous demandons aux différents gouverneurs, ou même encore aux responsables des partis politiques dont est issu ces gouverneurs,
d'aider le chef de l'État, de mettre à profit les savoirs. C'est le dernier mandat du chef de l'État. Ne lui donnons pas le travail de se justifier, mais faisons en sorte que son bilan se justifie de lui-même. Quand vous dites que c'est son dernier mandat, ça fait plaisir à un grand nombre de Congolais, parce que dans l'esprit de certains, on pense qu'il y a encore des petits calculs qu'on peut effectuer. Je peux dire que Tshisekedi est un légaliste. Bien, merci. Marius Moubalama. C'est que vous m'avez ravi la parole d'abord, je comprends. Ce qui se passe au Sénat, votre commentaire en 4 minutes. Je vous ai taquiné tout à l'heure, mais ne faites pas de moi votre co-débatteur. Hein? En fait, ce n'est pas étonnant. Ça reste Moudiantou. Ce n'est pas étonnant de vivre ce qu'il y a à l'Assemblée, au fait au Sénat. À l'Union sacrée, déjà à la base, le pouvoir dans son ensemble ne respecte pas les textes. Et ça fait que le membre de ces méga structures-là ne puisse pas respecter les textes. Cédric a tout dit. Les textes sont là. Si le sénateur... Le vieux qui vient d'être élu à l'Équateur, Jonas, ce n'est pas de sa faute qu'il soit élu en retard. N'est-ce pas? Il faut poser la question à la CENI, pourquoi ils ont organisé les élections en retard? Mais ce qui commence déjà avec les bureaux d'âge là, on risque doit commencer à respecter les tests. Et le non-respect des textes au sein de l'Union sacrée, c'est par la défaillance, il y a leadership. Il y a une défaillance totale de leadership au sein de l'Union sacrée. Vous le savez, ils ont été capables de déterminer le ticket gagnant au sein de l'Assemblée. Ils étaient obligés d'aller au primaire. Ça, c'est la démocratie. Pourquoi, si c'est la démocratie, pourquoi seulement au poste du président, du président du Sénat et non pas au poste du président de l'Assemblée nationale et non pas sur d'autres postes? Et pourtant, il y a eu beaucoup de candidats de la même famille qui ont compétit pour le même poste. C'est ça, c'est la grande question. Il n'y avait rien. Oui, c'est la démocratie, mais le visé, ce n'était pas la démocratie. Ce n'était pas faire montrer aux gens que non, nous sommes une méga structure démocratique. Non. Le non-respect des textes et la défaillance de leadership au sein de l'Union sacrée. Les textes sont clairs. Et surtout que ces deux hommes-là sont des personnes valeureuses. On connaît M. Kindolo. C'est un monsieur très respectable dans la ville. Monsieur Moukamba, on connaît son histoire dans ce pays. C'est un patriarche. Ouais, c'est un patriarche. C'est de son droit parce qu'il a 93 ans, je crois. C'est lui qui est là, monsieur Pascal Kindolo. Il a 85 ans. C'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Il devrait, aussitôt que l'autre est élu, par élégance lui-même, il devrait d'abord commencer par l'appeler, l'encourager et lui dire que j'ai assuré votre poste pendant un moment donné. Mais le fait qu'il soit élu, vous l'avez félicité qu'il soit élu en Équateur, mais ce n'est pas un événement. Nous avions connu un candidat, un Congo qui a été élu massivement dans le Nord Kivu en 2011. Donc c'est dans la pratique des Congolais. Konde Vila-Ikanda, il a été élu après l'élection, il a été fait à Kinshasa ici. Le président du caucus des députés du Nord Kivu, et pourtant lui c'est un Congo. C'est quand vous travaillez bien pour la population, les empreintes restent. Il a bien travaillé à son temps, n'est-ce pas? Pour la ville de Goma, quand on venait de démembrer les Grands Kivu, il a été gouverneur et il a travaillé, il a donné corps à la ville de Goma. Et si aujourd'hui on félicite les Gomatraciens, c'est parce que l'ancien gouverneur, Konde Vila-Ikanda, a laissé les bonnes traces. Et aujourd'hui on en profite. C'est pourquoi quand on est patriote, il faut l'être. Donc partout là où vous vous retrouvez. Kindolo, ça ne fait pas débat. Doit accepter le je salue ce qu'a dit M. Cédric Moudiantou ici. Quand nous posons des actes, et ça c'est un message pour les membres de la jurisprudence. On ne sait pas quelle jurisprudence que nous créons par rapport à l'avenir. Très bien. N'est-ce pas? Et c'est là qu'il faut s'atteler par rapport aux actions que nous posons aujourd'hui. Demain, ça peut nous rattraper et d'une mauvaise manière que ça soit. Bien, merci beaucoup. Quant à moi, je dis félicitations aux léopards de la RDC de cette victoire que nous avons arrachée face à l'équipe nationale du Togo au stade de Martyrs de la Pentecôte. Mais seulement hier, personnellement, j'étais au stade, pas à l'intérieur, mais je passais sur le boulevard Triomphal. Il y avait du monde, d'où la circulation de toutes sortes d'engins à route était devenu très difficile. Je pose la question, on me dit, parce qu'il n'y avait pas de billets. Je me dis, mais comment on peut organiser un si grand match et ne pas disponibiliser les billets pour la population qui certainement devait venir chercher le billet pour participer à ces matchs. Mais quand j'arrive au rond-point Willery, je vais écouter une autre version. On me dit,
moi je ne suis pas trop sportif, hein, vous allez m'excuser, je n'avais pas toutes les informations, mais j'ai découvert que les billets devaient être vendus auprès des agences de la Rabobank, c'était ça. Et ce n'est que cette nouveauté à laquelle la population quinoise n'avait pas voulu adhérer. Et c'est pourquoi je vais interpeller un peu la population. Soyons vigilants, soyons prêts à adhérer à la nouveauté. Lorsqu'on nous propose une nouveauté, adhérons, hein, soyons souples. On sait que c'est à la Rabobank, allons-y, allons chercher à la Rabobank. Et bien plus, n'attendons toujours pas les dernières heures, les derniers moments pour nous conformer. Est-ce qu'il fallait acheter ces billets seulement le jour du match? Parce que je suis allé personnellement jusque devant la Rabobank de Kigoma, je pense, sur Willery. C'était un plein et les gens étaient même prêts à escalader les murs pour se retrouver dans l'enceinte de la parcelle abritant cette agence de la Rabobank. Hein, je me dis, ça au moins on doit corriger. Ça au moins on doit corriger, on doit être souple. Le développement va nous présenter plusieurs étapes à gravir. Conformons-nous. C'est par cette petite note que nous allons mettre fin à notre duel de ce lundi 10 juin 2024, tout en disant un grand merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés pour la beauté, la réussite de cette émission. Merci à l'équipe de travail de Six Télévision. Coup de chapeau à la hiérarchie de cette chaîne Six TV qui s'est donné pour vocation d'être l'écho de l'humanité. Merci à vous, peuple congolais, de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de Six Télévision. Merci enfin à Cédric Moudiantou qui a disponibilisé de son temps pour répondre à notre invitation, ainsi qu'à son co-débatteur Marius Moubalama. Ça reste votre adresse, venez à tout moment. Vos réflexions, vos idées, la population en a besoin. À vous tous, attendons le duel demain encore à la même heure et nous souhaitons que ce soit avec la même ambiance. Bye bye. Ouais, vous vous saluez, hein, vous saluez les mains.